J'avais du mal à légitimer le fait que moi, asiatique, j'avais pu subir du racisme et je pensais que ça se limitait donc aux blagues et à ce qu'on me dit dans la rue. Et puis j'ai mis du temps à réaliser que c'était aussi des histoires de discrimination systémique, de discrimination à l'emploi et au logement, donc quelque chose de plus global. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui dans Kiffe ta race, on va parler du racisme anti-asiatique. Vous connaissez peut-être le racisme qui se cache dans les blagues entre amis, dans les remarques sur notre côté zen, notre efficacité ou notre discrétion. J'ai mis des guillemets partout, là, c'est farandole de guillemets. Tous ces clichés qui enferment. Au travail, ce racisme peut affecter l'évolution de la carrière, sous l'injonction sournoise de ne pas faire de vagues. On va revenir sur ces luttes d'une prise de conscience collective récente sur le racisme anti-asiatique et de comment on change la conversation dans notre quotidien, nos familles, au taf. Pour nous accompagner, notre invitée aujourd'hui est Lin-Lan Dao. Salut Lin-Lan. Salut les filles. Tu vas bien, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es autrice du livre « Vous les Asiates », enquête sur le racisme anti-asiatique en France, paru en 2025 aux éditions de Noël, et on va en parler également. Et tu es aussi journaliste à France Télévisions. Tu as occupé de nombreux postes, chroniqueuse, illustratrice d'émissions. En ce moment, tu es fact-checkeuse, donc tu vérifies la véracité des faits. Tout à fait. Et dans notre podcast, on a un petit rituel. On demande à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Et donc, on voudrait savoir si tu te situes et si oui, comment. Alors, j'aurais bien dit que j'étais un ornithorynque, mais la punchline était déjà prise. Donc, je vais tout simplement dire française d'origine vietnamienne par mes deux parents. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu as pris conscience justement de cette manière dont tu te définis aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Au départ, je me croyais française tout court. Je ne suis qu'une Française de papier, finalement. Hein. Non, oui, en fait, on ne pense pas forcément à ses origines, mais elles nous viennent après, quand la société nous rappelle qu'on est un petit peu différent des autres. Et alors, certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas les étiquettes. Moi, je n'ai pas de problème avec les étiquettes du moment que je me les donne à moi-même. Mais c'est quand les autres qui te les appliquent que c'est un petit peu malaisant. Et donc dans le livre, Vous les Asiates, tu couvres plein de choses, donc les manifestations du racisme anti-asiatique en France, l'instrumentalisation du mythe de la minorité modèle, les tragédies qui ont opéré un tournant dans la conscientisation du racisme anti-asiatique en France, donc les agressions de Zhang Xiaolin à Aubervilliers et la mort de Liu Xiaoyou aux mains de la police, évidemment l'élément catalyseur de la pandémie. Tu reviens sur l'histoire avec des concepts comme le péril jaune, ce qui s'est passé autour des colonisations, des migrations, et puis les représentations dans l'imaginaire collectif. Et puis, tu finis sur la militance pour lutter contre ces discriminations et la politisation des générations successives. Et j'aimerais que tu nous expliques l'événement déclencheur de ce livre. Pourquoi est-ce que tu nous as écrit ce livre ? Tu te dis en prologue, ça s'appelle « Le sketch de trop ». Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute un extrait de ton travail préalable à ce livre. Aujourd'hui, je vais vous parler du racisme anti-asiatique. Et ouais, je suis un peu une experte en la matière. Et vous aussi ? Tu nous fais une démonstration de kung-fu ou quoi ? Hé, Jackie Chan ! Le sketch de Kev Adams et de Gad Elmaleh sur les Chinois, ça vous dit quelque chose ? Il est passé début décembre sur M6 dans le spectacle Tout est possible. En tout cas, tout le monde n'a pas apprécié. Anthony Chélan, par exemple, il est rédacteur en chef à Click.tv et d'origine vietnamienne, comme moi. Eh ben, il a poussé son coup de gueule. Cette année en France, une chroniqueuse télé et une blogueuse se sont faites reprendre pour s'être grimé le visage en noir. Mais les deux humoristes les plus populaires du pays peuvent faire une tournée avec un sketch de 10 minutes qui véhicule les pires clichés sur les Asiatiques, le présenter en prime time, et personne n'est choqué. C'était une vidéo que tu as faite pour France Info en 2016. Ouais, c'était mon premier coup de gueule en la matière pour dénoncer le racisme anti-asiatique. Alors, je précise, quand je dis asiatique, c'est est-asiatique et sud-est asiatique, toutes les personnes qui sont asiatiquetées. Et en fait, lorsque j'ai vu ce sketch, j'étais vraiment très, très, très blasée. Donc, de voir Kev Adams et Gad Elmaleh proférer des blagues vraiment très, très nulles qu'on avait entendues depuis... que j'entends depuis que je suis née, dans la cour de récréation jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment gênée, c'est de voir des millions de personnes rigoler, applaudir dans le public.
Et je me suis dit que c'était plus possible que ça continue. Et c'est donc la prise de parole d'Anthony Chélan qui m'a donné le courage de faire la même chose. Donc voilà, quand quelqu'un ouvre la voie, donc les autres suivent. Et donc j'ai décidé de suivre avec cette petite pastille pour France Info, mais j'étais loin de me douter tout ce que ça allait déclencher derrière. J'étais loin de me douter qu'il y aurait plein de militants qui me contacteraient, qui disent « Bon, ben voilà, allez, bienvenue dans le club, continue de militer avec nous. » Et voilà, ça a été un vrai changement. Mais effectivement, c'était vraiment le sketch de trop. Je me suis dit, ben voilà, c'est plus possible. Pour revenir sur le sketch, c'était des propos grotesques. Ils sont habillés avec des grandes manches. Ils se griment avec ils se tirent les yeux. Ils font des jeux de mots avec le riz, avec voilà. Enfin, c'était vraiment quelque chose de extrêmement raciste et extrêmement ostensible en fait quoi. C'est ça. Ouais, en fait, on est sur du yellow face, hein, même s'ils ne sont pas totalement... Enfin, le costume est là. Enfin, ce sont des pseudo-costumes traditionnels chinois. Ils font des blagues sur les sushis, sur le chien. Kev Adams, il va à fond dans l'accent pseudo-asiatique qui n'existe pas finalement. Et Kev Adams, même si dans le sketch, il semble prendre du recul en disant « je suis en train de niquer 20 ans de carrière ». Ah oui, Gad Elmaleh, il fait ça. Gad Elmaleh, il fait genre qu'il prend du recul en disant qu'il va niquer 20 ans de carrière. Mais en fait, c'est pour mieux faire passer les blagues après. Donc, il est complice de ce sketch, il est complètement dedans. Ce sont des représentations qui sont très, très dénigrantes et qui ne peuvent plus perdurer. Et dans le prologue, tu dis que donc c'est à partir de ce sketch que tu t'es voilà que ça a fait un déclenchement pour toi. Et nous on s'est croisés au colloque asiatique Éternel Invisible qu'organisait Rokhaya Diallo, ici présente, au 104, juste après cet 2017, événement. Ouais. Et on était sur les bancs de la salle. Donc, il y avait toi, moi, Gurvan Krishnajadja qui est venu ici aussi dans Kif Taras et Anthony Chélan, que tu as cité, qui était qui a écrit cette tribune « Moi, asiatique, j'ai eu mal en regardant le sketch de Kev Adams et Gad Elmaleh ». Et puis, tu en parles en fait de ce moment-là dans le livre. Un petit clin d'œil à Rokhaya. Merci. Et tu es aussi membre de l'AJAR, qui est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Est-ce que tu peux nous raconter justement à la fois ton moment de politisation et aussi ce travail qui est mené avec tes pairs journalistes pour que les rédactions évoluent à la fois dans leur composition et dans le traitement de l'actualité? Oui, c'est vrai que la politisation, elle est arrivée sur le tard, surtout au niveau du racisme, parce que en intégrant Sciences Po Paris, donc j'ai finalement pu commencer à déconstruire tout ce qui était de l'ordre de la méritocratie, etc. Enfin, j'ai compris que c'était un petit peu une fable que l'on nous racontait. Et après, c'est vrai que lorsque j'ai fait ce sketch, finalement, j'étais pas très très assez au courant du racisme. Pour moi, c'était encore de l'ordre de l'humour. Enfin, j'avais du mal à légitimer le fait que moi, asiatique, j'avais pu subir du racisme. Et je pensais que ça se limitait donc aux blagues et à ce qu'on dit dans la rue. Et puis j'ai mis du temps, à réaliser que c'était aussi des histoires de discrimination systémique, de discrimination à l'emploi et au logement. Donc quelque chose de plus global. Donc avec l'association des journalistes antiracistes et racisés, donc on fait un travail qui est essentiel et très très important, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais les médias peuvent véhiculer ce racisme. C'est un organe qui est très très puissant, qui a de l'influence sur les masses, donc les personnes qui lisent et qui regardent les médias. Et donc, on a une responsabilité. Et quand dans les rédactions, il n'y a pas assez de représentation, il n'y a pas assez de diversité, j'aime pas trop ce mot, mais il y a pas... par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont mises en avant, qui sont racisées, mais auprès des rédacteurs en chef, il n'y a pas forcément, ou auprès des instances qui décident, il n'y a pas forcément de gens racisés. Donc, ça a une influence sur les récits. Et pareil, dans les écoles de journalisme, quand tu as l'impression que ton point de vue il est totalement neutre, alors qu'en fait tu parles finalement d'un point de vue situé. Enfin, si je suis une femme blanche bourgeoise de 50 ans, je vais pas avoir le même point de vue qu'un jeune homme qui vient entre guillemets de banlieue et qui a 25 ans, vous voyez. Donc en fait
je pense qu'il faut abandonner finalement cette posture de soi-disant neutralité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est pousser pour qu'il y ait une meilleure représentation dans les newsrooms et dans les écoles de journalisme et pour qu'il y ait un meilleur traitement médiatique et antiraciste. Et tu parles dans le livre de la myriade de discriminations qui peuvent exister, qui sont liées au racisme anti-asiatique. Il y a notamment plusieurs exemples de discrimination dans le cadre du travail, dans le cadre de l'emploi. Tu as interviewé des gens. Est-ce que tu peux nous raconter ton enquête et comment ça s'est, les conclusions tirées? Ouais, alors au niveau de l'emploi, c'est vrai que c'est difficile à détecter. Quand on t'insulte dans la rue, là, c'est clair et net. Mais quand tu n'as pas un job et quand ça perdure, tu deviens un petit peu parano. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui me fait des idées? Ou tiens, par exemple, moi, on m'avait déjà placé à des jobs qui étaient trop peu qualifiés pour mon CV. Et je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et tu te dis, non, mais c'est peut-être moi qui suis trop nulle, ou etc. Et en fait, tu te rends compte en recueillant les témoignages qu'en fait, ce sont des vécus qui sont partagés. Alors, déjà, au niveau des discriminations à l'embauche, moi, j'étais pas vraiment... il a fallu que j'écrive le livre pour que je comprenne que c'était pas dans ma tête et que c'était vraiment une réalité. Donc, il y a une méta-analyse qui a été faite sur plusieurs pays et qui prouve que, en fait, une personne noire, elle a 2 fois moins de chances d'être appelée à un entretien d'embauche qu'une personne blanche. Les personnes asiatiques ont 1,5 fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche par rapport à une personne blanche. Donc, la France discrimine énormément à l'embauche. Même les personnes asiatiques, on aurait pu croire, mais non, les personnes asiatiques, elles n'ont pas de problème. Ça, c'est faux. Ensuite, une fois que tu es dans le travail, ça, c'est une autre histoire. Mais on va, par exemple, te faire des réflexions pour dire « Ah, ben c'est bizarre, tu pars trop tôt. Moi, je croyais que les Asiatiques étaient bosseurs. » Donc ça, c'est de l'ordre de la microagression. Ou quand tu vas réclamer une augmentation ou un bonus que l'on te devait, on va te dire « Ah, ben vous réclamez ça, vous demandez des augmentations, vous. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on t'a mis une étiquette, on t'a enfermé dedans de minorité modèle. Donc, on attend de toi que tu sois bosseur, que tu comptes pas tes heures. Mais dès qu'il faut que tu réclames tes droits, alors là, on espère que tu vas rien dire. C'est des témoignages que tu as recueillis. Hein. C'est pas des choses que c'est des personnes qui te l'ont dites et qui t'ont raconté leur C'est des personnes qui m'ont raconté. Et c'est pas genre une personne, c'est genre une dizaine de personnes qui ont des témoignages qui sont très similaires. Donc, voilà. Ce qui prouve que les Asiatiques sont discriminés à l'embauche, mais aussi discriminés dans le cadre du travail. Et ça peut être un frein à l'évolution dans la carrière. Ça peut aussi... justement, c'est ça, en fait. Tu parles aussi de ça, de ce qu'on a analysé dans la tech, notamment aux États-Unis, le plafond de bambou, où en fait on explique qu'il y a des personnes qui sont effectivement recrutées dans ces domaines-là, mais que les perceptions qu'on a des Asiatiques et de leurs fonctions possibles dans les entreprises font qu'en fait, elles ne franchissent jamais un certain seuil de responsabilité. Est-ce que tu pourrais nous en parler aussi? Exactement. Alors, le plafond de bambou, c'est le fait que les personnes qui sont perçues comme asiatiques, donc une étude qui a été menée aux États-Unis, elles sont moins représentées à des postes de leadership ou à des postes de créativité. Et ça ne veut pas dire qu'elles en sont moins capables, c'est juste qu'on ne les perçoit pas. On ne les perçoit pas comme des personnes capables d'occuper ces postes à cause de certains stéréotypes, entre guillemets, positifs. Donc, la personne, finalement, qui est bosseuse, c'est pas la personne dont on pense qu'elle va pouvoir manager des équipes. Et bien sûr, c'est faux. Moi, j'ai déjà été manager. Je peux être à l'écoute d'autres personnes. Je peux parfaitement communiquer, mais cette image de la personne soumise, finalement, on va dire les choses, de la personne soumise qui n'a pas de personnalité quelque part, on les croit pas capables d'occuper ces jobs-là. Et ça, même si ça a été documenté aux États-Unis, je suis persuadée que c'est exactement la même chose en France, voire pire, que on ne considère pas les Asiatiques pour certains postes. Exactement. Et de toute façon, l'idée que ce sont des bons travailleurs, de bons exécutants, mais qui manquent de leadership, c'était déjà dans les théories racialistes d'Arthur de Gobineau. Enfin, dans l'entrée asiatique, il y avait marqué travaille bien, mais n'a pas d'idée, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, ils doivent être encadrés en fait sous l'égide de personnes. C'est encore le truc de la docilité. Complètement. Donc ça vient pas de nulle part. Ça vient vraiment des stéréotypes coloniaux. En France, il y a aussi des cas qui ont été documentés. Il y a notamment cet article dans Libération qui parle d'un cas en cours, qui est celui de propos racistes signalés au MEDEF dans le comité France
Chine. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en cours de procès au prud'homme pour des faits qui sont en lien avec leurs origines. Donc, ces personnes chinoises qui travaillent ou personnes chinoises qui travaillent en France et elles ont subi, dans le cadre de leur travail, des propos, des agissements racistes liés à leur faciès. Et ça, c'est en cours, mais c'est des choses qui existent aussi en France, quoi. Tout à fait. Et en fait, cette perception que tu as des personnes asiatiques, par exemple, en tant que manager, ça peut aussi encourager des comportements toxiques. C'est-à-dire que tu vas les utiliser et les mener au burn-out. Donc, j'ai eu des témoignages d'une jeune femme qui était travaillait dans une marque de sushi qui était même pas tenue par des Asiatiques, finalement. Donc, ils avaient embauché cette femme parce qu'elle avait un faciès, en fait, d'Asie du Sud-Est. Et ils se sont dit, c'est tous les mêmes de toute façon, vietnamiens, là aussi, ils ont l'air japonais, c'est OK déjà. Et puis, ils l'ont vraiment lessivé. Mais alors, lessivé. Et puis, il y avait un turn-out énorme dans cette boîte. Donc, il y a cette idée derrière que l'Asiatique ne va rien dire et on va vraiment l'utiliser comme un esclave, quoi. J'ai pas d'autres mots. Et après, dans cette affaire, il y avait aussi toutes ces questions de suspicion par rapport à une possibilité d'être espion, pour les personnes qui sont d'origine chinoise. Dans ton livre, il y a des exemples de personnes qui disent qu'elles ont du mal à trouver un emploi dans certains domaines parce qu'en fait, on imagine qu'elles sont envoyées et qu'elles vont travailler à la solde de la Chine et que d'une certaine manière, il y a toujours cette idée qu'il y a une double allégeance et que les personnes chinoises qu'on embauche travaillent potentiellement pour un autre pays, quoi. Et ça, oui, ces soupçons, ils reposent même sur des personnes qui sont adiodescendantes, 2e génération, 3e génération, qui n'ont vraiment rien à voir avec le schmilblick. Donc ça va hyper, hyper loin, ces types d'associations. Et ça, ce que tu évoques là, je pense que c'est un petit peu lié à cette image du chinois fourbe qui existe depuis les stéréotypes coloniaux du 19e siècle. Mais il y a quand même plein de métiers où la question de la confidentialité, c'est hyper important. Enfin, je veux dire, des postes à responsabilité où tu travailles avec des brevets ou des secrets d'entreprise donc il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces jobs-là parce que on les soupçonne d'être la 5e colonne pour un pays ennemi. Alors que tu dis que a priori, moi, si je suis le gouvernement chinois, j'essaie d'éviter de recruter des Chinois, pour espionner. Je pense que c'est pas très malin en fait. Tu dis, c'est un peu évident, quoi. Donc, je pense que j'aurais plutôt cherché des blancs. Oui. C'est chelou. Tu vois, c'est même pas intelligent. Un sujet que j'aimerais aussi évoquer avec toi, dont tu parles dans ton livre, c'est tout ce qui est relatif à la fétichisation et t'en parles depuis ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous en faire part ? Ouais, c'est un peu difficile de se mettre à nu parce que tu te dis oh mince, comment est-ce que j'ai pu me faire arnaquer comme ça. Mais quand t'es jeune et t'es un petit peu ignorant et surtout on t'a pas expliqué en fait ce que c'est dans la vie le racisme sexuel. Attention, alerte, racisme sexuel. On devrait faire des sas de passage à l'âge adulte en disant attention. C'est clair. Donc à l'âge de 16 ans, donc j'ai rencontré un jeune homme, ou plutôt c'est le jeune homme qui m'a rencontré parce qu'il a demandé à une amie en commun, t'aurais pas une pote asiatique dégueulasse. Et ton amie, elle est venue te chercher. Une vraie amie. Oui. Vraiment, les amis qu'on adore. En plus, elle est d'origine asiatique aussi. C'est ça c'est pour ça qu'il lui a demandé à elle. Ouais, parce que peut-être. Vous connaissez tous, évidemment. Ouais, voilà. Et ce qui est marrant, elle m'a raconté, aujourd'hui, on est toujours très, très potes et elle a conscience de la grave erreur qu'elle a faite. Mais en gros, elle me disait qu'il susurrait mon nom avant même de m'avoir rencontré. Lin Lan, j'adore ce prénom. Dégueulasse. C'est fou, c'était très, très mal embarqué. Et voilà. Et donc, ce jeune homme, donc Jérémy, j'en parle dans mon livre, quand je suis rentrée dans sa chambre, il y avait un énorme poster de Marjolaine. Donc Marjolaine, qui est une ancienne star de télé-réalité d'origine vietnamienne. Et elle a été complètement... Greg le millionnaire. Ouais, Greg le millionnaire. Et elle a été très, très lascive sur la photo, les cuisses écartées, la bouche entrouverte. Donc, en fait, moi, j'ai pas de problème avec les femmes qui assument leur sexualité. Enfin, le souci, c'est ce qu'on en fait. Et quand ça sert le patriarcat. Donc, ça, c'est tellement un gros... C'est même plus un red flag. C'est une banderole rouge énorme de 3 kilomètres. Et donc, Jérémy, lorsqu'il signait ses textos, il disait « Oui, bonne nuit, ma fleur d'Asie. » Ma fleur d'Asie.
Vas-y. Quel enfer. Parce qu'il parlait couramment vietnamien, parce que Linh Lan, ça veut dire fleur. Ouais, bah écoute, je sais plus. Oui, je pense qu'il était au courant que Linh Lan, ça voulait dire fleur. On va lui accorder ça. Il était accessoirement fan du Japon, donc voilà, c'était mon premier fétichiste. Et malheureusement, ça m'a rendu très parano par la suite. Donc quand je rencontrais des garçons, après, je leur demandais combien de copines asiatiques ils avaient eu précédemment, pour voir si c'était pas des céréales. Donc oui, ça c'est la fétichisation. Donc c'est difficile à expliquer quand on n'est pas au courant de l'histoire coloniale, mais dès que tu connais l'histoire coloniale, avec l'image qu'a la femme asiatique. Donc par exemple, en Indochine, il y avait ce qu'on appelle les Kangai, qui étaient des femmes indigènes qui étaient utilisées soit pour être domestiques, soit pour satisfaire les besoins sexuels du colon. Et donc, ces images qui datent du 19e siècle influent toujours sur l'imaginaire que l'on a aujourd'hui de la femme asiatique, c'est-à-dire hyper sexualisée, soumise, docile, etc. Et paradoxalement, c'est l'exact inverse pour les hommes asiatiques, tu en parles aussi. Les hommes asiatiques, au regard du colon, donc qui veut les dominer, il a besoin de les déviriliser. Donc donc le patriarcat, c'est très très lié au colonialisme aussi. Donc on voit ces hommes qui ressemblent un petit peu à des femmes, donc forcément ils sont inférieurs. Et l'idée du colon, ça va être vraiment Qui ressemblent à des femmes selon les colons. Selon les colons, Ouais, bien sûr. sûr. Clair. Non, je ne fais que redire la rhétorique du colon. Et ensuite, la femme va être, on va la conquérir, tandis que l'homme, finalement, on va la servir et le dominer et l'assimiler à une femme. L'un de tes chapitres est intitulé « Oui, les Asiatiques de France sont politisés ». Et les Asiatiques de France sont-ils vraiment de droite ? Alors, ça vient défaire une fausse croyance sur le fait que les Asiatiques seraient apolitiques en France. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fact-checké ça et comment tu as débunké justement cette fake news qui a l'air de circuler énormément ? Alors pour le fact-checking, c'est assez facile. Finalement, il faut en parler aux sociologues qui sont des experts en la matière, qui bossent dessus depuis 15-20 ans. Et il y a donc Jamel Sella, un sociologue de Sciences Po Bordeaux, qui m'a expliqué qu'en fait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, alors il m'a dit les Asiatiques sont en tout cas sont un peu moins à gauche que les autres descendants d'immigrés. Donc ça il a dit, mais ils sont pas forcément à droite. Donc ce que l'on a remarqué et ce qu'on a pu prendre pour de l'apolitisme, c'est le fait qu'il y ait les populations d'Asie du Sud-Est sont parties en fuyant un régime communiste. Donc il y a une certaine allergie finalement à parler de politique à la maison, puisque c'est vraiment un sujet très très délicat. Ils sont partis à cause de ça et ils ont compris en tout cas que s'investir en politique, ça pouvait être dangereux et coûter la vie. En tout cas, c'est le discours que me tenaient mes parents. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils s'intéressent pas à la politique. C'est juste qu'on n'en parle pas énormément. Mais mais c'est un peu un mythe de penser que tous les Asiatiques sont de droite, effectivement. Oui, puis en plus, moi, ce que j'avais lu, c'est que parmi les personnes d'origine asiatique, il y a une surreprésentation des professions libérales et que de manière générale, les personnes qui ont des professions libérales sont plus à droite que le reste de la population. Donc, si en fait on isole le critère asiatique, ça fait pas sens si on ne tient pas compte en fait d'autres caractéristiques socio-économiques. Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que c'est difficile de dire oui, les personnes sont de tel bord politique à cause de leurs origines. Et d'ailleurs, ce que disent les sociologues, c'est que lorsque tu passes à la deuxième et à la troisième génération, ce sont des générations qui sont en général plus à gauche que les générations précédentes. Oui, d'ailleurs, c'est quand je disais que les professions libérales étaient surreprésentées, surtout dans la génération des immigrés, quoi. Ouais. Et les premières générations, souvent, leur distance à la politique, ça peut s'expliquer par le fait qu'elles étaient plus occupées à des choses très 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 primaires, du genre trouver un travail stable ou se nourrir, etc. Et que les problématiques politiques, ça va nous venir plus facilement chez les deuxième et les troisième générations, nous qui avons, entre guillemets, tous nos besoins primaires qui sont satisfaits. Donc là, on peut s'intéresser un peu plus à la politique. Oui, puis il y a cette idée que les communautés qui partagent des origines sont homogènes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de classe socio-économique entre elles. C'est-à-dire que parmi les personnes qui ont connu l'exil, effectivement, l'exil déclasse les personnes. Ça veut dire qu'elles se retrouvent à des
à un même niveau que d'autres personnes avec qui elle ne partageait pas un quotidien avant le départ. Ouais. Mais une fois que les premières années d'installation est faite, le bagage socioculturel, les diplômes, la maîtrise de la langue, tout ça, ça apporte des avantages en fait aux personnes qui en disposent. Et donc il n'y a rien de tel qu'une seule classe socio-économique dans une communauté. Donc par exemple, pour prendre les Vietnamiens de France, il y a bien évidemment des Vietnamiens de France qui faisaient partie des classes bourgeoises notables avant leur arrivée en France, et d'autres qui faisaient partie des classes populaires, laborieuses, qui sont aussi venus en France pour fuir le régime politique du moment. Et elles se sont retrouvées momentanément en France, dans les mêmes quartiers, peut-être dans les mêmes logements, peut-être, mais ensuite leurs enfants n'ont pas toujours les mêmes trajectoires, parce que il y a une transmission qui est faite au sein de la famille de pratiques, de bagages, et donc très rapidement ce gap, il s'amoindrit, et il y a des personnes, deuxième génération, troisième génération, qui rattrapent en fait beaucoup plus vite le fossé que leurs parents ont connu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on regarde des communautés. On a l'impression qu'elles sont homogènes et elles viennent toutes du même village, ou qu'elles viennent toutes de la même famille. Mais non, ce n'est pas le cas. Ouais. Et en plus, cette année, c'est les 50 ans de ce qu'on appelle l'exil des Boat People, puisqu'on est en 2025, et donc il y a une commémoration du départ des migrations de cette date. Et puis on parle aussi en ce moment de la lecture au Parlement, donc là c'est au Sénat, de la proposition de loi portant reconnaissance de la nation envers les rapatriés d'Indochine, et qui porte réparation pour les préjudices subis par ces personnes et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de la vie dans certaines structures sur le territoire français. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet de loi et des communautés de Sainte-Livrade et de Noyant-d'Allier que tu as aussi côtoyé dans le cadre de ton livre? Oui, ce que tu expliques là, ça prouve bien qu'il y a vraiment des vagues migratoires qui sont vraiment très, très différentes. Donc, ma vague à moi, c'est les années 70, la chute de Saigon dans les années 75, enfin en 1975. Mes deux parents sont venus. Pour les personnes qui sont arrivées dans les années 50, donc ça, c'était plutôt après Dien Bien Phu. Donc, il y avait des familles qui étaient notamment, par exemple, des femmes indo-chinoises qui étaient mariées à des soldats français, des familles métissées, donc qui étaient plutôt, entre guillemets, qui avaient tissé des liens finalement avec la France, donc qui ont été finalement rapatriés. Et de façon assez paradoxale, c'était dans un pays qu'il ou elle ne connaissait pas, avec des enfants eurasiens, etc., et qui ont été logés, hébergés dans des conditions qui étaient assez affreuses. Enfin, on parle quand même de baraquements militaires où il y avait parfois pas de toilettes à l'intérieur, ou pas d'eau courante. C'était vraiment très, très précaire. Donc ces personnes-là, elles sont extrêmement déçues. Enfin, je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes, mais il y a des récits qui ont été faits, des podcasts qui ont été faits. On peut aussi citer le court-métrage de Stéphane Licung qui s'appelle Allée des Jasmins. Allée des Jasmins, voilà. Il y a Vietnam sur Lot aussi, d'Alix Douard. Et donc, ces personnes-là étaient dans des baraquements militaires, pas forcément très bien accueillies. Elles n'avaient pas forcément de bonnes relations avec les gens locaux dans ces camps-là. Et ils ont été, je pense, assez déçus de la France en se disant on est censé être des citoyens français, regardez où est-ce qu'on nous met. Et puis ils n'ont pas été reconnus finalement comme des vrais rapatriés, comme l'ont pu l'être d'autres communautés d'origine algérienne. Donc, cette loi, elle vise à leur donner une compensation financière et une réparation, une reconnaissance officielle de tout ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est important. Et il y a un homme qui est donc un monsieur qui était en lien avec cette vague
là qui me disaient, nous, on n'a pas forcément une injonction à la gratitude envers la France, c'est même l'inverse. On a l'impression que la France n'a pas assez fait pour nous là où elle aurait dû être à la hauteur. Donc, vous voyez comment la France, elle dit, oui, vous êtes des Français, vous êtes des sujets coloniaux, mais il y a bien 2 poids 2 mesures entre les anciens sujets coloniaux et les Français de France de souche, entre guillemets. Avant de poser cette question, je voulais aussi te poser une question sur quelque chose que tu évoques et de manière quand même assez courageuse, c'est sur la question du racisme intracommunautaire. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu pas mal d'agressions de personnes d'origine asiatique par des personnes non blanches, noires ou d'origine nord-africaine. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire comment tu analyses ça? Parce que c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup et qui est très instrumentalisé par la fachosphère. Inversement, il y a des préjugés aussi racistes de la part des personnes d'origine asiatique qui se sentent peut-être plus de proximité avec la blanchité sur les communautés qui sont encore plus stigmatisées, en tout cas stigmatisées de manière différente par le racisme. En fait, ces dissensions, ça freine en fait la lutte antiraciste. Donc c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de pas faire l'autruche et de mettre un petit peu les pieds dans le plat. Ce qui m'a un petit peu choquée, c'est lorsque j'ai fait un appel à témoins où il y avait près de 200 personnes qui m'ont répondu et il y avait une jeune femme qui m'avait dit oui, alors j'aimerais qu'on brise un tabou, c'est que ce sont en majorité les Noirs et les Arabes qui nous ciblent. Donc voilà, j'ai lu ce témoignage et je me suis dit, il faut faire quelque chose en fait. Faut expliquer, faut faire de la vulgarisation en fait, parce qu'il y a que comme ça que l'on va se comprendre. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, du côté des personnes, des familles asiatiques, on entend des remarques racistes qui ont vraiment intégré. Ce sont des personnes qui ont intégré le mythe de la minorité modèle. Donc qui vont se dire, nous les Asiates, on n'est pas comme les autres. On réussit mieux que les autres, et ça, c'est parce que c'est lié à notre bonne volonté. Et donc, ces personnes asiatiques vont être complètement aveugles, finalement, à la trajectoire d'autres communautés qui ont une histoire migratoire différente. Donc, il faut rappeler que les personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est, par exemple, ne sont pas arrivées dans les mêmes conditions que les personnes issues du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc, il ne faut pas... en fait, on ne peut pas comparer l'incomparable, déjà. Et c'est le problème que fait la fachosphère. C'est de dire, tenez, eux, ils ont réussi et les autres, ils n'ont pas réussi. Mais à aucun moment, voilà, pour eux, c'est juste des migrants, en fait. Et ils vont pas faire la différence entre des personnes qui sont parties avec un background, un capital social, culturel peut-être plus élevé. Voilà, ils vont pas regarder ça, ils vont juste regarder le facteur ethnique. Donc, des Asiatiques qui ont des préjugés racistes et puis des personnes qui sont noires ou maghrébines qui vont attaquer, dans le cas d'agressions, qui vont cibler des personnes asiatiques en pensant qu'elles ont du cash sur elles et qui vont aussi faire, par exemple, du harcèlement de rue raciste ou sexiste. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut prendre ses distances avec l'explication ethnique. Parce que quand il y a eu des manifestations à Belleville, voilà, donc à Belleville, donc on a des Chinois qui ont commencé à descendre dans les rues parce qu'ils en avaient marre de se faire agresser. Et donc, un titre comme Marianne racontait que c'était un conflit interethnique, en fait. Genre, oui, c'est les Asiates contre les Arabes. Et c'était aussi simple que ça. Et en fait, le problème, c'est que il faut rappeler qu'on est en France, qu'il y a une hiérarchie raciale imaginaire, mais réelle dans le sens où on la vit dans notre chair. Donc les Blancs sont en haut, les Asiatiques sont au milieu, donc dans une position intermédiaire, et les Noirs et les Arabes sont en bas. Mais toutes ces discriminations, elles profitent à la suprématie blanche, elle profite à la blanchité. Et en fait, il faut expliquer que il y a bien sûr, il y a des agressions de la part de personnes racisées, mais ce n'est pas parce qu'elles sont des personnes racisées qu'elles agressent en fait dans la délinquance. Il faut rappeler qu'il y a des facteurs qui sont avant tout sociaux. Tu peux pas expliquer la délinquance par la couleur de peau ou par telle ou telle culture. Personne n'a la délinquance dans la culture, c'est ubuesque. Et une fois que tu as expliqué ça, donc voilà, les personnes asiatiques qui se font agresser peuvent prendre du recul, mais c'est assez difficile en fait. De la même manière que personne n'a la réussite scolaire dans la culture, parce qu'il y a régulièrement des rapports, et je l'entends sur Sud Radio. Sur CNews. Toujours les mêmes. Ces statistiques qui montrent qu'il y a plus de réussite au bac ou aux examens scolaires dans les communautés d'origine est-asiatique. Mais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une femme sur CNews
news qui a dit que, je crois que je te l'ai envoyé, qui disait que effectivement les jeunes filles d'origine asiatique surperformaient dans le cadre scolaire, contrairement aux personnes d'origine maghrébine, parce que dans les familles maghrébines, en fait, on enseigne la haine de l'école. Mais Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais qui fait ça? Mais qui? Personne ne Personne ne fait ça. Mais, mais vraiment, elle était convaincue Ouais. et elle l'a dit sans Et contradiction. puis il y a aussi les questions de l'autorité. Oui. Bah ça, c'est très, Et, ça revient très fort. mm. C'est que il y a une forme d'acceptation de l'autorité dans les communautés asiatiques. Donc ça, c'est le lien avec la docilité et la soumission, Mhm. qu'il n'y a pas dans d'autres communautés qui sont plus Indisciplinées. indisciplinées, voilà, c'est ça, résistantes à l'oppression. Et ça, c'est des choses qui reviennent. Enfin, voilà, c'est pas génétique ni culturel. C'est des choses qui sont enfin, il y a d'autres facteurs, comme tu dis, qui rentrent en jeu. Comme la classe sociale d'origine des bah, parents. bien Enfin, sûr, je pense voilà. que si on isolait parmi les personnes d'origine africaine, de manière générale, les gens qui sont issus de classes sociales privilégiées, on verrait qu'il y a une différence. Énormément Quoi. de- Puis en voilà, plus, ouais. même la dimension du genre, parce que quand on voit que dans une même famille, notamment d'origine africaine, les filles vont être très très bonnes sur le plan scolaire et les garçons vont avoir des parcours chaotiques, on voit bien que c'est pas lié aux parents en fait, c'est vraiment lié aussi à une socialisation Et puis, qui est différente. Pour en revenir à la phrase que tu as citée de cette personne qui a témoigné, elle dit oui, il faut briser le tabou. Mais enfin, de quel tabou on parle? Parce que, je veux dire, la délinquance est dans la société et dans l'imaginaire collectif depuis la colonialité, associée aux personnes d'origine maghrébine. Enfin, il y a bien ce cliché hyper raciste de l'arabe voleur. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui nous précédait et existe encore aujourd'hui. Donc, en fait, quand tu dis oui, faut dire les choses, c'est un tabou, il faut dire que c'est eux qui le font. Bah, en fait, là, tu viens juste de répéter toutes les images qu'on reçoit depuis tout le temps. Il y a pas de. Enfin, je veux dire, tout le monde le dit déjà, en fait. Ouais, Il y a c'est que ça clair. dans les, il y a que C'est ça pas dans du les tout tabou. JT. En fait, c'est pas du tout tabou. On Tu nage sais, le en plein tabou, dedans. c'est genre. c'est le truc le plus mainstream qui soit. Tu crois que t'as dit une dinguerie, mais en fait, pas du tout. Ouais. Mettons les pieds dans le plat. Bah écoutez, Bah non, en fait. Non, mais en plus, j'aimerais revenir sur Jacques Hua, qui était un des porte-parole de Sécurité pour tous et qui a beaucoup œuvré pour lutter contre les agressions. Une des premières questions qu'une journaliste de LCI lui a posées, c'est « Mais en fait, qui vous agresse ? Dites-le, qui vous agresse ?» Et Wow. il a coupé court. Enfin, il a eu le courage de couper court parce qu'il savait très bien où est-ce qu'on voulait l'emmener, en fait. Et il a refusé de répondre. Pas parce qu'il n'allait pas non plus s'embarquer dans une leçon de sociologie ou d'explication de la délinquance. Mais voilà, ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que quand on fait des sujets sur des gens qui sont victimes de racisme, on vous dit jamais qui vous discrimine. C'est-à-dire que, alors que là, socialement et historiquement, c'est évident. Il n'y a jamais cette question-là. C'est-à-dire qu'on cherche toujours des responsabilités quand l'acte est considéré comme étant associé à un groupe minoritaire. Ouais, quoi. on pose la question quand ça nous arrange, en fait. Exactement. Quoi, Et quand c'est faux, en plus. C'est-à-dire que. vous n'avez pas eu le job? Ouais, Qui c'est- vous l'a enlevé? C'est ça. Qui Parce que là, pour le coup, on sait très bien que c'est la suprématie blanche. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est C'est évident. plutôt ça le non-dit, je Exactement. dirais, Ouais, c'est ça. On c'est ça. pose pas la question. Et ça revient à ce que tu disais sur l'instrumentalisation de la minorité modèle. C'est-à-dire que comme on a fait croire à des personnes qu'elles étaient les bons immigrés et que elles sont voilà, elles ont de la chance en fait d'être là où elles sont et cette chance-là on peut leur enlever. Ah bah oui, parce que c'est ça aussi. Et en fait, donc on instrumentalise cette chance en leur disant voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour quand même bien vous intégrer et bien vous démarquer en fait des autres communautés qui ne sont pas comme vous. Ouais. Et donc en fait, c'est des injonctions qui reviennent très souvent et donc de dire qui sont nos agresseurs, ça revient à ça en fait, c'est de dire Ouais. si vous voulez vous démarquer, si vous voulez vraiment qu'on vous aide, il faut dire qui c'est qui vous agresse, comme ça vous serez bien détaché en fait de ces gens-là quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut pas aussi rester sur une vision très... Enfin, il faut pas rester juste sur les agressions pour parler du racisme anti-asiatique. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai mis cette image de l'iceberg qui est inspirée du livre Mécanique du privilège blanc d'Estelle Deprix. Donc, le racisme interpersonnel, les insultes dans la rue, les agressions, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg qui comprend aussi les discriminations à l'embauche, à l'emploi, dans le domaine de la santé, tout ça qui est un peu moins visible. Parce que si on se focalise que sur les insultes dans la rue, évidemment, on aura une vision assez partielle et biaisée du racisme. Oui, parce qu'il faut dire que ton livre est illustré par tes soins. Oui. Donc c'est aussi un plaisir de découvrir tes illustrations au fil des pages. Et tu finis dans ce livre sur la question de la militance, enfin le fait de l'émergence de groupes qui viennent
travailler sur tous les sujets que tu as évoqués, c'est-à-dire faire ce lien de réflexion pour que les personnes asio-descendantes se retrouvent, discutent et puis forment des actions en fait pour la lutte contre les discriminations, pour une meilleure représentation. Donc tu cites plusieurs collectifs. Il y a par exemple Koi Magazine que tu cites et les groupes de femmes Koi, de Julia Maïd. Il y a aussi Banmi, le collectif Banmi qui fait beaucoup d'actions. Asiatitude de Mélanie Hong, Sororasi, non, c'est plus Sororasi, Slash Asian, pardon. Amanda Tech, voilà. Et tu cites aussi, tu fais aussi des portraits de personnes engagées, dont Grace revient à plusieurs reprises dans les pages de ton livre. Il y a un portrait d'elle, un portrait aussi de Franck Lao qu'on connaît ici. Enfin, c'est assez varié. Tu montres vraiment ce panel, en fait, de cette galaxie de personnes engagées, soit collectivement, soit individuellement, contre le racisme anti-asiatique. Ouais, j'avais envie de donner un petit mot d'espoir, parce que oui, quand tu vois tout le tableau, tu as envie de te taper la tête contre le mur. Mais je trouve ça bien, en fait, parce que en tant qu'Asiatique, on est, je l'ai dit, dans une position intermédiaire. Donc, tu as le choix. Tu peux être collabo. J'emploie les grands mots, mais tu peux être collabo et être au service de la suprématie blanche. Tu peux tout à fait l'être. Mais tu peux aussi considérer que tu es dans le même bateau que les autres. Moi, j'ai fait mon choix. En fait, moi, je me situe en tant que descendante d'immigrés. J'ai indéniablement des privilèges en tant que position intermédiaire et asiatique, mais je ne saurais pas rester aveugle à toutes les injustices que nous vivons déjà, mais que vivent aussi les autres communautés, donc les personnes perçues comme noires et maghrébines. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois que les 2e et 3e générations sont hyper vénères, hyper engagées, mais 10 000 fois plus que moi. Moi, j'ai l'impression d'être un peu une tata boumeuse et que eux, c'est un peu des locomotives qui sont prêts à en découdre. Et je trouve ça bien d'avoir ces discours radicaux. Et ça c'est des personnes qui se font pas arnaquer par le mythe de la minorité modèle, qui s'en détachent, qui cherchent une émancipation, en fait. Parce que oui, le mythe de la minorité modèle, on a grandi avec. À certains moments, on a pu l'intégrer, mais on sait que c'est une arnaque. On n'a pas envie de se laisser enfermer par ça, parce qu'on a juste envie d'être nous-mêmes et pas des larbins, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour ces paroles très, très encourageantes. Ne larbinons pas. Voilà, exactement. Pour ce conseil à appliquer en toutes circonstances. C'est la fin de cet épisode de Kif Taras avec Linh Lan Dao qui nous présente son livre « Vous, les Asiates, enquête sur le racisme anti-asiatique en France ». Attends, je le montre là. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, on est aussi sur YouTube et Grace est en train de montrer le livre. La couverture du livre qui est aussi illustrée par Linh Lan. C'est paru en 2025 aux éditions de Noël. Donc si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, concerné ou pas, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos retours. Abonnez-vous donc sur ce nouveau fil. Enfin nouveau, ça fait quelques années qu'il existe maintenant, mais en tout cas sur l'autre fil de Kif Taras, sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast, et dites à votre entourage qu'on est là et qu'on revient. Écrivez-nous sur kiftaras@kiftaras.com ou sur toutes les plateformes X, Facebook, Instagram avec les comptes Kif Taras ou avec le hashtag Kif Taras. Et on est, comme je viens de le dire, sur YouTube, donc n'hésitez pas aussi à nous liker là-bas. Et de manière générale, notez-nous sur les applications de podcast, 5 étoiles de préférence, et laissez-nous des commentaires pour favoriser notre référencement. Kif Taras, c'est un podcast produit par nous-mêmes. Merci pour votre force. L'enregistrement s'est déroulé à l'Apart Studio de La Villette et c'est l'œuvre de Prince Calix et de Monsieur Yao. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Linh Lan. Merci à vous.